Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Dave Parker. Comment ça va? Super, on est presque déconfiné. Là, j'ai joué mon premier spectacle hier depuis mars. Ok, comment ça s'est passé? C'était super, c'était à Chêneux, dans la province de Liège. Donc je me dis, il y aura peut-être pas énormément de gens. Et au final, ils ont un comité qui attire plein de gens. Ils leur font confiance dans leur programmation. C'était pas nécessairement des gens qui me connaissaient déjà à la base. Donc c'est vraiment cool. Il y avait 150 personnes environ sur des soupers cabaret. C'était chouette. Toujours un peu bizarre de remonter sur scène comme ça après 6 mois. Enfin, j'avais déjà joué des 10-15 minutes, mais pas le spectacle entier. Là, on est le lendemain d'un spectacle entier qui s'est bien passé. Donc c'est cool. Ouais. Aussi bien qu'avant, ou tu penses qu'il faut 1 ou 2 shows pour se remettre dans le bain? Non, je dirais aussi un peu différent, parce que évidemment j'ai un petit peu parlé du confinement, etc., un peu comment ça s'est passé. Pas si longtemps, mais quand même un petit peu. C'est différent, mais c'était tout aussi bien. Et ce soir, tu vas jouer une scène du What the Fun qui s'appelle le What the Fun sans frontières, aux côtés de Jason Brokers, d'Alexandra Pizzagalli, Ino JP et Florent Leçon. Comment tu te sens avant cette scène? Mais le stress, il était plutôt hier, je t'avoue, par rapport au fait que je devais jouer mon spectacle entier. Ici, quand je joue un quart d'heure, je suis moins stressé parce que je sais que je dois jouer du rodé. Je suis pas obligé, mais c'est Raph et Rudy du What the Fun qui m'ont dit que pour cette scène, qui est quand même une scène où les entrées sont plus payantes que les scènes normales du What the Fun, on va dire, et on arrive avec du rodé, donc moins stressé à ce niveau-là. J'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais je sais que je vais ouvrir des tiroirs qui sont rodés pour faire une bonne prestation ce soir, donc je suis plutôt en paix avec ce soir. Ouais. Tu m'as dit juste avant qu'on enregistre, ta tête était plus occupée par rapport à tes chroniques. Ouais, là, demain, justement, il y a un enregistrement des enfants de chœur, où les enfants de chœur, là, il faut faire 2 chroniques, plus préparer l'émission, et donc si on veut que ce soit bien fait, il faut passer du temps, dessus, quoi. Et donc là, hier, comme il y a eu mon spectacle, bon, j'avais déjà bien avancé, mais j'ai pas encore fini, quoi. Donc, je sais que j'ai encore ça dans la tête, faut faire ça pour demain après-midi, mais il faut déjà envoyer chroniques, les préparations, il y a certains trucs à préparer au plus vite, on va dire. Et donc, pour l'instant, c'était plutôt là-dessus qui était un peu la pression, et ce soir, j'ai l'impression que ça va plus être du plaisir qu'autre chose. Parce que moi, j'ai jamais joué au TTO, mais par contre, j'ai déjà beaucoup été là-bas en tant que spectateur, et je trouve que cet endroit a une super âme, et donc, si on arrive avec du confirmé, ça devrait bien se passer. Donc, je suis pas encore stressé. 5 minutes avant de monter sur scène, oui, je serais peut-être pas tout à fait à l'aise, mais d'ailleurs, je pense que c'est normal. Bah oui, moi, je ne comprends pas cette possibilité que tu as de pouvoir te dire, je ne sais pas ce que je vais faire ce soir, mais ça ira. Moi, c'est un truc impossible. Mais moi, j'ai une scène, je sais que tout le temps que j'ai entre le moment où je le sais et le moment où je prépare la scène, je vais faire que ça. Ouais. Mais c'est parce que j'en ai moins régulièrement, j'en ai peut-être 2 ou 3 par mois. Si tu sais que tu fais du rodé, t'as pas moins peur? Non, moi je le répète toute la journée. Même si c'est du rodé? Ouais, même si c'est du rodé, j'ai déjà joué 4 fois, je suis trop stressé pour avoir... Là, à peur d'oublier mon texte sur scène. Mais moi, après, j'ai l'impression de raconter une histoire. Donc, je pense pas que je dis mon sketch de la même manière, en fait. Techniquement, les vannes doivent arriver de la même manière pour que le rythme soit le même, pour que la vanne arrive et que normalement les rires arrivent. Mais quand je fais, par exemple, je sais pas moi, un sketch, le sketch sur le Colreuil, je le maîtrise assez bien et j'ai pas besoin de penser à ce sketch. Quand je fais mon spectacle, je me dis, ok, je suis où là dans mon spectacle? Et je vois le chemin que je suis en train de prendre. Et c'est le chemin qui fait en sorte que j'oublie pas mon texte. Pour ça, moi, le théâtre, je pense que je serais vraiment une grosse merde. J'arriverais pas à retenir mon texte. Je l'ai jamais 2 fois de la même manière, quoi. Ok, chacun sa méthode. J'ai pas assez de scènes peut-être pour être plus en paix avec ça et savoir que ça va aller, même si je dis pas exactement, mais c'est avec l'expérience. Mais pendant le mois de juillet et le mois d'août, tu as organisé un festival qui s'appelait Il est temps d'en rire. Un festival qui liait à la fois improvisation avec le spectacle mot à mot et de l'humour. Tu as co-organisé 9 plateaux d'humoristes. Donc en fait, c'est avec mon metteur en scène Thibaut Neve. La genèse de tout ça, c'était lui qui connaissait Thierry Descoster, qui gérait un petit peu la troupe d'impro mot à mot, et il cherchait à jouer ce spectacle d'impro quelque part. Et en fait, moi à Genneval, j'organise quand on n'est pas confiné, j'ai des événements où j'organise des apéros en plein air qui s'appelle l'offshore, que je co-organise depuis 10 ans. On pouvait pas le faire puisque bon, on était confiné à un maximum 200 personnes ou même 400 à un moment, mais c'est pas suffisant. Le business model n'était pas assez bon pour ça. Et donc il y avait quelque
chose à faire là-bas à Genval. Je me dis tiens pourquoi pas, et donc j'ai pris contact avec les gens avec qui on fait les partenariats d'habitude là-bas pour savoir si on pouvait pas monter un festival d'humour. Donc au début il y avait les 9 dates programmées pour Motamo, et puis je me suis dit je vais essayer quand même de voir si je peux pas essayer moi de faire des programmés pour la première fois. Donc la première fois que j'avais une sorte de casquette de programmateur, de programmer des spectacles d'humour, et donc du coup j'ai appelé un peu tous les contacts que j'avais pour réaliser à chaque fois des line-up intéressants pour qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas tout le monde qui veut aller à une soirée plutôt qu'une autre. C'était assez sport quand même d'organiser tout ça. Avec le résultat, ça valait la peine. Ouais, c'était à la hauteur de tes attentes, ça a bien pris. Ouais, c'était en fait à la hauteur de mes attentes à fond, mais c'était difficile quand même puisque le résultat final était bon. Maintenant le chemin pour y arriver, il était semé d'embûches, et ça c'était pas prévu. Mais oui, avec les mesures qui changeaient au milieu et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc au début 400, 200, puis la météo qui nous joue des tours, donc on est limité à 200, mais après on est à 200 100, donc 200 à l'extérieur, 100 à l'intérieur. Il y a eu des moments où les artistes ont été super flexibles, mais c'était quand même pas super gai de dire soit aux gens on va reporter ça à dimanche en 2 fois 100 au lieu de 1 fois 200, et donc quelle séance voulez-vous prendre, celle de 17h, celle de 20h, et on devait arriver à un équilibre de 100-100, parce que s'il y avait 150-50 on n'était pas bon quoi. Donc donc c'était pas évident. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses refaire? Ouais, en tout cas on a l'envie de le refaire. Maintenant on n'est pas les seuls à décider là-dessus. Il y a nos partenaires sans qui c'est pas possible. Hein. Là, je me suis bien rendu compte que si c'est pas subsidié, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver financièrement. Donc on a quand même eu la province du Brabant-Wallon qui a été assez présente sur ce coup-là. On est chaud, mais on n'ira pas tête baissée non plus. C'est à l'étude, mais a priori ça devrait continuer. On verra bien comment faire. On est à l'étude sur aussi une déclinaison de ça en hiver, en décembre déjà. Sympa. Mais on est encore qu'au balbutiement, donc je peux pas en dire trop pour l'instant. D'accord, on va suivre ça. Tu fais aussi des chroniques sur LN24 en télé, sur Les Enfants de Cœur pour Vivacité. J'oublie quelque chose? Pour l'instant, c'est tout. J'avais la récré de midi, mais ça s'est arrêté parce que la récré de midi est passée de 2h à 1h, et donc ils ont moins besoin de chroniqueurs. Donc ça s'est arrêté de ce côté-là, mais LN24, ça vient de commencer. C'est une belle expérience aussi. Là, c'est télévisé, donc c'est en direct, c'est télévisé, c'est un autre stress. Au niveau du travail en tant que tel, c'est des chroniques sur l'actualité. Ça ne me fait pas peur, et c'est quand même des choses que j'ai déjà faites, donc c'est plutôt excitant que problématique, on va dire. Ok, donc c'est quelque chose que t'aimes faire, les chroniques. Moi, je trouve ça que c'est complémentaire par rapport à la scène. Je me dis que c'est par là aussi qu'on peut essayer de se faire connaître pour attirer justement les gens à venir me voir sur scène. Okay. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise ce moyen-là. Et est-ce que t'es libre de ce que tu vas choisir comme thème ou ouais, je suis libre. Maintenant, ça doit être dans l'actualité. Par rapport aux Enfants de Cœur, là, je suis libre aussi. C'est carte blanche. Maintenant, il faut être efficace, il faut être drôle. Donc maintenant, c'est vrai que moi, je fais souvent aux Enfants de Cœur, je fais souvent sur les invités ou dans la région dans laquelle on est. Okay. Par contre, c'est carte blanche. Ouais. Ah c'est cool. Comme ça, t'es libre de faire un peu ce que tu veux. C'est toujours chiant quand tu as une ligne directrice, tu dois choisir et t'es là. Mais je sais pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais, ça dépend. Il y a des fois, quand on t'impose un sujet, peut-être que c'est mieux pour avancer que quand tu n'en as pas et que tu sais pas par où commencer. Ouais, c'est pas faux. Des fois, t'as des belles surprises. Pas comme le sketch que t'as eu sur le Colruyt, c'était quelque chose qui t'a été imposé. C'est ça. Mais voilà, ça c'est un exemple parfait. C'était au Kings of Comedy où c'est une soirée où le public décide des thèmes pour la semaine d'après. Et donc, un des thèmes qui m'avait été imposé, c'était justement le truc au Colruyt, je sais pas quoi. Mais bon, j'avais déjà un petit peu noté justement des trucs sur le Colruyt, et le fait d'avoir eu ce thème imposé en plus sur le Colruyt, j'ai dû gratter pour aller plus loin, quoi. C'est ça qui a donné ce sketch sur le Colruyt. Que vous pouvez voir sur sa page Facebook, Dave Parker, donc Parker P-A-R-C-O-E UR, comme un cœur en fait. Ouais, comme apprendre quelque chose par cœur en fait. Ouais. Alors dans le podcast, je sais même pas dire le nom alors que j'en ai un depuis le mois de janvier. Alors dans le podcast, ce que j'aime faire, c'est remonter le temps avec les invités, et j'aime bien leur demander comment ils étaient quand ils étaient petits. Est-ce que tu étais déjà un petit comique à l'école, à la maison? Ouais, en fait moi je regardais souvent l'émission Beau Week-end, j'aimais bien ça, et c'était un peu le rendez-vous humoristique tous les vendredis. On était devant la télé, on regardait ça, c'était chouette. Et en fait, c'était Pierre Auqueigne qui imitait Momo à l'époque. Donc moi, j'imitais Momo
en classe pour les autres élèves en fait. Et donc c'était déjà en primaire ça. Puis ça a continué, j'ai imité des profs quand j'étais à l'école et puis j'ai imité des profs d'UNIF quand j'étais à l'UNIF. Donc ça a toujours été présent en moi, même si je ne connaissais pas les endroits où je pouvais le faire. Parce que par exemple faire du théâtre pour moi, non, ça ne me plaisait pas trop. Moi je voulais avoir un peu la mise sur ce que j'allais dire et si j'avais envie de sortir de mon texte, sortir de mon texte. Chose qui n'est pas possible quand on est plusieurs au théâtre. Donc j'avais essayé un peu d'impro aussi, mais ça ne m'a jamais vraiment plu. Et puis j'ai découvert le seul en scène via le Kings of Comedy Club et là ça n'a jamais arrêté. Ok, mais donc quand t'étais enfant, t'aimais bien faire le show, tout ça, est-ce que ça marchait? Ah ouais, j'avais déjà une sorte de talent d'imitation à l'époque quand j'imitais Momo et il y a les profs qui me demandaient vas-y continue à faire Momo, tu vois. Donc et puis quand je faisais ça à l'école, ça marchait plutôt bien. J'ai quand même je pense une capacité à capter un petit peu. Je suis pas imitateur, mais je peux un petit peu les imiter de manière à ce que les gens se disent ah ouais en fait c'est vraiment ça. Donc je préfère pas être imitateur pour autant, mais c'est par là que ça a un peu commencé quoi. Okay. Mais je pense que c'est Ino dans son podcast qui disait que tu l'avais un peu traîné à aller à l'académie du Kings of Comedy Club parce que tu avais un souvenir de scène, que tu avais eu une standing. Je pense que c'est ça qu'il disait dans le podcast. C'était quand j'imitais justement des profs à l'UNIF où là tu joues dans des revues estudiantines où il y a quand même 400, presque 500 personnes. Ça se passait assez bien quand j'imitais les profs. Bon, je repassais derrière mon texte et tout, donc j'avais quand même assez bien bossé ça et c'est vrai que sur le moment même, je voyais que ça prenait bien quoi. Et donc du coup, ouais, une fois que tu commences à être chaud, à ressentir les effets d'applaudissements par rapport à des blagues, tu te dis ouais c'est quand même un truc de dingue. Et donc ça, t'as pas envie de le laisser aller quoi. T'as envie de le connaître très souvent. C'est comme ça que c'est venu. Donc InnoJP, oui, à la base lui je le connais déjà depuis la réto. Donc il savait que j'avais ça un peu en moi depuis toujours. Et je lui dis tiens j'ai vu ce truc là, la Kings of Comedy fait une académie. Et alors je l'ai pas vraiment traîné là-dedans. C'est juste qu'il me dit ah mais je ferais bien ça aussi pour apprendre des techniques d'écriture. Donc lui à la base il voulait pas faire de la scène et puis finalement c'est Dan Gagnon qui était un de nos profs à ce moment-là qui disait à JP mais si t'es là c'est con, essaye au moins la scène quoi. Et alors il a essayé une scène et on était 6 ou 7 dans cette académie et puis tout le monde était mort de rire quand il a commencé. Et donc ça a commencé comme ça, c'était un peu une révélation pour lui. Moi je savais que je voulais faire ça, lui il savait pas mais il s'en est rendu compte une fois qu'il est monté quoi. Mais toi t'as fait des études de sciences économiques à Louvain-la-Neuve. Ouais. Pourquoi des sciences économiques? Au début c'est plutôt un choix j'étais quand même assez cartésien aussi, je suis un peu un geek des chiffres aussi tu vois. C'était un choix qui m'avait l'air c'était un peu on verra quoi tu vois. Okay. C'était un peu on verra et puis finalement ça s'est bien mis et puis ça s'est un peu dirigé vers le monde un peu du business où j'avais des cours de création d'entreprise, etc. Ça c'était très intéressant. C'était plus après donc j'ai fait des sciences éco, mais mes licences à l'époque c'était des licences en gestion, donc j'ai appris à avoir les outils pour gérer une entreprise, ce qui m'intéressait assez fort aussi quoi. J'ai lu dans ta biographie que à la fin il y a une biographie quelque part. Ah bah oui sur mon site. Ton site oui. Que à la fin de tes études tu dis à ton promoteur je crois, il te demande qu'est-ce que tu vas faire après tes études et tu dis je vais d'abord être entrepreneur puis humoriste. T'avais déjà ce truc de d'abord je vais faire entrepreneur un petit peu, puis je vais faire humoriste. Ouais, c'est ça. Je voulais un peu assurer mes arrières en fait, parce que je sais que humoriste c'est un peu un métier de creveur. On est tous en train de crever à misère. Et donc moi c'est vrai que je suis un peu plus cool parce que j'ai pu pendant 10 ans bien travailler. J'ai pu aussi arrêter, ce qui est pas facile aussi, parce que c'est ça qu'il disait, c'est le jour où tu vas commencer à être dans le business, tu vas plus jamais en sortir. Mais ça ne me quitte jamais vraiment. Ici, voilà, le festival, sans mes notions de management, j'aurais pas pu non plus créer ce festival. Sans l'expérience que j'ai acquis dans le domaine de l'événementiel, dans lequel je suis actif quand même depuis 10 ans, permet aussi de pouvoir lier l'utile à l'agréable et de créer des festivals dans lesquels je peux jouer. Donc ça, c'est vraiment c'est bien complémentaire en tout cas, ouais. Ok, ouais. Mais donc, ça c'était en 2007 que tu dis ça, et c'est en 2014 que tu t'inscris à l'académie. Donc pendant cette période-là, tu ne t'es pas dit je vais essayer. J'ai essayé un peu de théâtre, mais j'ai pas été. J'ai fait des cours de théâtre, mais très peu. Mais ça ne m'a jamais conquis. Dans ma tête, ouais, j'avais ça dans le fond de la tête. Un jour, je vais écrire un spectacle. Ouais. Je savais pas comment, je savais pas où, mais je sais que j'allais retourner sur scène. Mais voilà. Après, ça a mis du temps, c'est vrai. Mais en même temps, il n'y a pas non plus énormément de solutions pour le faire, quoi. Parce que à l'époque, il y avait beaucoup moins de scènes. Il n'y avait pas le What the Fun, il n'y avait pas. Non. Mais donc après, tu travailles comme consultant à la SNCB, tu apprends le néerlandais, tu t'installes en Flandre, et tout ça, bien sûr, ça va faire partie de ton spectacle. Mais est-ce que tu prenais déjà des notes à ce moment-là, ou ça restait dans ta
ta tête, tu te dis, je vais noter ça plus tard. Ouais, j'ai pris des notes. Je pense que vers 2011-2012, déjà, j'avais écrit des trucs qui n'ont jamais été utilisés, mais ouais, je commençais à écrire des trucs, ouais. En 2010, tu cofondes l'Offshore. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consistait? Ouais, mais l'Offshore, ce sont des apéros en plein air au lac de Genneval. Un jeudi sur deux, on a l'autorisation pour faire ça au lac de Genneval. Et en fait, ça a pris tout de suite parce que l'endroit est assez magnifique. Et donc, c'est pas au même endroit là où on a fait le festival, c'est un peu de l'autre côté, un peu plus loin. C'est une grande pelouse où on a une vision sur le lac. Et donc, on boit un verre au bord de l'eau, ça fait un peu Genève bis, quoi, tu vois. C'est le lieu qui a fait le succès. Bon, bah, après, nous, on a bien géré le truc, mais c'est l'endroit qui fait que les gens viennent souvent à ce truc. Parce que ouais, c'est vrai que c'est assez... quand il fait beau et que par exemple c'est l'ouverture et que les gens attendent depuis longtemps l'ouverture de ça, mais parfois il y a eu jusqu'à 4000 personnes dans un soir, quoi. Ok, ouais. Donc c'est quand même un gros bazar. C'est ça. Donc c'est des apéros en plein air, gratuits. Donc les gens, ils viennent, ils boivent un verre entre amis, entre collègues. Mais il y avait aussi quelque chose avec des écrans géants. Ouais, donc ça c'est une autre société dans laquelle j'étais. Donc j'avais quelques sociétés à l'époque. Et ça c'est une société, la première que j'ai créée avec un pote qui était aux études. C'est une société d'écrans géants. Donc je louais des écrans géants à des fins événementielles ou publicitaires. C'est-à-dire qu'on mettait des écrans tant pour les Diables Rouges que pour quelqu'un qui a besoin de faire sa pub pour ses chaussures, par exemple. Donc vraiment entrepreneur à fond. Donc en 2014, tu t'inscris à la King's Academy au Kings of Comedy Club, t'embarques Lino avec toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette académie? Ça m'a apporté, en tout cas, la certitude que j'étais au bon endroit, quoi. Limite, quand il y avait soi-disant des pauses, je fais non, il n'y a pas de pause, on continue à parler, on continue à parler d'humour, c'est trop intéressant, quoi. Dans cette académie, il y avait qui était encore un peu dedans. Il y avait Sarah Grosjean, il y avait Ino JP, il y a Julie Lagrande qui était dedans. Et puis il y en a qui ont pris d'autres voies, mais moi c'était certain que j'étais à l'endroit où je voulais que ça se fasse, quoi. Enfin, je voulais continuer à être là, et donc j'étais sûr d'être au bon endroit au bon moment, quoi. Et est-ce que tu avais déjà le style que tu as maintenant ou... Ça a pris du temps, j'ai essayé un peu l'humour absurde, ça n'a pas du tout pris. J'ai essayé le personnage, Non, ça a mis du temps, Faut dire aussi que entre 2014 et 2016, j'ai peut-être joué 20 fois, quoi. Alors qu'en 2016, c'est là que ça a commencé un peu plus fort. Mais du coup, à la fin de la... C'était une semaine que ça durait? Ouais. Vous aviez un passage à faire sur scène? Ouais, mais c'était pas tout de suite après le stage. Au début, c'était prévu comme ça, mais ils se sont rendus compte que on n'était pas encore prêt pour le faire, donc ils ne l'ont pas posé. Je pense que c'était un mois après, un truc du style, ou 3 semaines après, où là, c'était notre première, quoi. Et ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, même si quand je revois ça maintenant, je trouve que ça n'avait pas du tout abouti, mais c'est normal. Mais c'était la spontanéité de la première fois sur scène, quoi. C'était un peu ça. Enfin, même j'avais déjà été sur scène, mais seul en mode stand-up ou sketch-up, ce que j'appellerais pour moi, à la fois sketch et stand-up. C'était la première fois, quoi. Et c'était une expérience assez de dingue, quoi. Ouais. Avec ce Kings of Comedy qui était rempli d'amis, en fait. Parce que eux aussi, ils m'attendaient un peu au tournant. Parce que ça faisait des années que je leur disais que j'allais faire ça, mais il n'y a jamais rien qui se faisait. Et puis là, ça s'est fait et tout le monde est venu, quoi. Donc ouais, c'était cool. Est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais, cette première scène? Tu te rappelles du sketch? Ouais, je me rappelle bien. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle en disant que c'était pas drôle du tout, en fait. Mais je pensais que ça allait être drôle. Et c'est ça. Puis le rythme aussi qui était pas là. Mais c'est bien de se rendre compte de tout ça par après. Oui, c'est ça. Mais ça allait encore. J'avais déjà c'est un peu cette aisance scénique, quoi. Ok, ouais. Même si à l'intérieur j'étais terrorisé, extérieurement ça se voyait pas, quoi. Ok. Donc ouais, c'est déjà une bonne chose pour une première scène, arriver déjà à faire ça. En 2015, tu fais ta première expérience sur Pure FM dans Café Comédie que j'écoutais en allant au travail. Le problème c'est que c'était de 17 à 19 et moi je commençais à 18, donc j'entendais juste le début. Je n'entendais jamais la fin. Quand il y avait les invités, tout ça, je n'entendais jamais. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? C'est une super première expérience. Ça, c'est sûr que ça a mis, je pense, un peu du mal à se mettre en place, cette émission. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. Mais pour nous, c'était une super première expérience. Et en plus, sans trop se casser la gueule non plus, puisqu'on ne nous en tenait pas trop rigueur si ça ne marchait pas vraiment. Maintenant, c'est un peu le problème aussi de beaucoup d'émissions, c'est que tu fais un truc, mais tu n'as aucun feedback. Et donc, tu ne sais pas si ce que tu as fait, c'est bien ou pas. Mais en tout cas, à titre personnel, c'était une super première expérience. Je dis, waouh, on est à l'antenne, on est en direct, là, en fait. Ouais, voilà, ça, c'était bien.
Mais je comprends. Le feedback, c'est quelque chose qui est assez compliqué dans l'humour, déjà, je trouve en général, mais quand tu fais les chroniques, quand tu fais les podcasts. Donc d'ailleurs, j'en profite, tu me tends une perche pour le dire. Ceux qui écoutent le podcast, si vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir. Sur Instagram, Régis Canon Humoriste. J'en profite, je fais ma pub au passage. Ouais, tu fais bien. Mais c'est chouette d'avoir des retours parce que j'en ai pas énormément. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent, mais je sais pas si ça plaît, je sais pas ce qu'il faut changer. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a amélioré, des questions qu'ils aimeraient bien poser peut-être aux humoristes parce que comme je le fais aussi de l'humour, je me dis il y a des choses que je vais pas demander parce que je le sais ou que je connais déjà la personne, donc je vais pas réinsister dessus, mais peut-être que ça intéresserait des gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu. Et en fait, toi, tu fais ça parce que justement, tu trouves que quand tu es humoriste, t'as pas assez de contenu que tu peux en écouter. Non, moi ce que j'avais vraiment envie c'était de discuter avec des humoristes parce que moi parler d'humour c'est ce que je préfère au monde en fait. Discuter de comment t'as pensé à ça, quelqu'un fait un sketch, je vais lui dire mais t'as pensé à ça comment, et celui-là il faut que tu le gardes, qu'est-ce que tu trouves pas qu'il faudrait changer quelque chose, enfin moi tout, mais le parcours, les beats qu'on peut faire en scène, tout ça moi c'est un truc que j'adore et j'écoute énormément d'autres podcasts. Et en Belgique, il n'y en avait pas énormément. Il y a le podcast de Fanny Ruet qui est génial, Les gens qui doutent, mais qui ne se limite pas juste à l'humour et qui a plein d'invités. Et ça parle plus parfois psychologie ou comment ils vont voir la vie, mais pas spécialement le métier. Il y en a en France, comment il s'appelle Louis Dubourg, un café au Losset. Voilà. Ouais, mais il a arrêté. Il a arrêté ? Il a arrêté, il a fait beaucoup d'épisodes avec des invités géniaux, mais il fait plus de nouveaux épisodes. Ok, donc la voie est libre pour toi quoi en fait. Bah si je pouvais être le nouveau Louis Dubourg, ça me ferait plaisir. Mais j'aime vraiment bien ce qu'il faisait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça serait chouette aussi de savoir ça avec des humoristes belges. Parce que tu sais ce que c'est, les humoristes belges, même en Belgique, ils sont pas toujours très connus. Ça c'est incroyable, pourtant il y a du talent à crever. Hein. Moi je suis assez épaté de la non-connaissance. Je l'ai vu aussi à Genneval, quand on faisait ce truc d'humour. Les gens venaient mais sans savoir réellement, il y avait toujours une tête d'affiche qui tirait un peu la charrette on va dire. Mais il y avait 3 autres humoristes où les gens découvraient ces humoristes. Et c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont dit mais enfin, comment ça se fait qu'on ne vous connaît pas quoi. Si, après c'est peut-être aussi notre problème à nous, on se vend pas bien, mais après se vendre ça coûte aussi, donc tu vois, c'est assez spécial. Ouais, du coup si je peux des fois mettre en évidence des humoristes, à ma petite échelle bien sûr, puisque c'est au début, mais peut-être qu'avec le temps on va aller avoir peut-être des plus gros noms comme tu dis, comme tu as fait pour le festival, et après on va se dire on va écouter un autre épisode avec un humoriste qu'on connaît pas, il a l'air intéressant, je vais aller voir ce qu'il fait. Donc moi c'est... Mais on va revenir à toi parce que après sinon je vais te mettre en retard pour le spectacle de ce soir et j'ai un don pour mettre les gens en retard donc je fais gaffe. Donc en 2015 tu fais le Café Comédie, ensuite tu enchaînes les plateaux, les open mic, les concours d'humour. En faisant mes recherches je suis tombé sur l'affiche du Gang Comedy Bang que vous aviez avec InnoJP, Talib Saritas, avec Julia Grande aussi. Ouais, à l'époque il y avait Joe, Sarah Grosjean. On n'avait pas assez de temps pour pouvoir être seul en scène nous-mêmes, on n'a pas de spectacle, on avait peut-être 10-15 minutes chacun. Et donc l'idée, c'était de se dire, on va se mettre ensemble pour pouvoir commencer à être programmé quelque part, quoi. Donc on arrivait, et puis voilà, bonjour, nous on est 7 au Kings of Comedy par exemple. On est 7, je pense qu'on va pouvoir remplir, nos potes vont venir, etc. C'était bien parce que du coup on préparait ça un peu ensemble, c'est-à-dire que chacun faisait son sketch et puis chacun était en quelque sorte un peu toujours sous les critiques bien pensantes des autres, quoi. Donc on faisait notre sketch devant les autres et en toute transparence on disait non, ça je pense que ça n'ira pas, fais plutôt ça, et c'était en toute bienveillance, donc ça c'était intéressant. Et puis ça poussait aussi au travail, quoi, parce qu'on savait que quand on avait une réunion qu'il fallait arriver en ayant bossé, quoi. Ça vous permettait de tous évoluer. Et ça c'était au tout début. C'est vrai que maintenant ça me manque un peu, je fais rarement ça, mais sinon je travaille un peu avec JP de temps en temps, mais j'ai rarement ce collectif de travail qui se met en place, et pourtant c'est comme ça qu'on avance plus facilement, je trouve. Ouais, c'est vrai. Les seules fois où j'ai discuté un peu de sketch avec des humoristes où on discute un petit peu d'un sujet, on part dessus, on développe un peu, on donne des petites idées, des petits gags, et tout de suite ça
ça active la créativité. Par exemple, Talib Saritas, moi je discute, à chaque fois que j'ai discuté avec lui 2 fois, j'ai eu 2 sketchs en revenant chez moi. Pas parce qu'il m'a donné des vannes, mais juste parce que je sais pas, on discutait d'un sujet. Oui, il est fou, hein. Enfin, c'est pas fou, mais c'est de la chouette folie, quoi. Mais lui aussi, c'est dommage, parce que moi je le vois plus trop en ce moment, Talib. Je trouve qu'il devrait être avec nous plus souvent, quoi, sur les plateaux. Je le vois rarement, en fait. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il a un talent fou. Il a une écriture qui est assez incroyable. C'est pas toujours les plus talentueux qui sont sur le devant de la scène, quoi. Mais si Talib nous entend, on veut te revoir sur scène. Bah ouais, Talib, qu'est-ce que tu fous, putain. Mais après, comme tu l'as dit, c'est en 2016 que les choses sérieuses commencent vraiment. C'est là que tu participes au Festival de Rémicourt. On se rencontre pour la première fois, d'ailleurs. Voilà. Toi, tu reçois le grand prix du Festival de Rémicourt, ainsi que le prix du public aussi. Ouais. Est-ce que ça faisait du bien d'avoir cette reconnaissance Bah, quand même, ouais, je pense que ça crédibilise aux yeux des gens, en fait, je pense. Quand on me présente quelque part, on dit souvent ça. Maintenant, après, c'est pas acquis pour autant, mais c'est vrai que ça faisait du bien d'avoir gagné quelque chose. Maintenant, il y en a qui n'ont jamais rien gagné et qui ont des carrières de malades. Donc c'est pas... C'était chouette sur le moment, c'est un chouette souvenir, mais c'est pas pour autant que c'est gagné, quoi. Ouais. Mais après, tu fais la première partie de Pascal Légitimus. Ouais. Est-ce que c'est stressant de faire des premières parties ? Avant, oui. Maintenant, de nouveau, moins. Okay. Enfin, moins. Toujours avant de monter sur scène, toujours un petit peu. Hein, c'est toujours stressant. Mais avec l'expérience maintenant, c'est vrai que des 15 minutes ou des 10-15 minutes, je suis moins... sauf si je fais du neuf. Ou là, si je sais que je fais du neuf, je suis stressé de me dire « Ah merde, est-ce que ça va marcher de faire ça, etc. » Mais sinon, en tant que tel, j'ai pas... Non. Tant mieux. Parce que des fois, on peut se dire hein, c'est un gros nom, il faut que ça soit bien. Je sais pas, moi, j'aurais ce stress-là, mais c'est peut-être les premières fois où tu en fais et après ça... Moi, je suis plus motivé que stressé. De me dire « Ah, j'ai vraiment envie de lui montrer de quoi je suis capable. » En espérant que je vais pas non plus paraître pour le mec qui va lui voler la vedette si ça se passe bien. Parce que ça peut peut-être parfois être pris comme ça aussi. J'espère que non, mais on sait jamais. Je suis plutôt motivé que l'inverse, quoi, que stressé. Après, tu as été finaliste à la scène ouverte du Vaurire, le Poulain du Rire au Festival du Rire de Rochefort, finaliste du Festival du Rire de Bastogne. Est-ce que tu aimais faire ces concours d'humour ou tu les faisais parce qu'il fallait ? C'est plus parce qu'il fallait, que je trouve que je préfère beaucoup plus un plateau d'humour où tu es vraiment content que ton collègue il cartonne, alors que dans les festivals d'humour, je me suis retrouvé à vouloir en sorte que les autres se plantent, quoi. Et ça, je trouve que c'est nul, en fait. Et j'essaie d'enlever ce sentiment de deuxième. Enfin, pourquoi est-ce que tu veux qu'il se plante ? Enfin, alors que oui, t'as envie de gagner, donc du coup c'est un peu spécial. Mais comme tu dis, c'était un passage obligé. Tu te prépares bien aussi à des concours. Tu te prépares peut-être plus à des concours que à des scènes ouvertes ou ce genre de choses. Donc je regrette pas, mais c'est vrai que je préfère largement organiser des plateaux avec des potes et des collègues humoristes plutôt que faire en sorte d'arriver dans un concours où t'as envie que l'autre se plante, quoi. Pour les avoir fait aussi, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés dans les festivals, mais à l'époque, si tu voulais jouer sur une scène, il fallait faire les festivals parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plateaux. Ouais. Et donc tu devais des fois tester des nouvelles choses sur un festival. Et donc c'était quelque chose de nouveau, il fallait que ça marche. Donc tu avais ce stress-là. Puis tu avais le stress de « Ah, mais son sketch avant, il était tellement bon, hein, c'est lui qui va être pris. » Et donc tu avais tout Enfin moi, c'est comme ça que je l'avais. C'était, je réfléchissais à ça des fois avant de monter ou après de « Ah, lui, il a vraiment bien marché. Moi, c'était moins bien, mais en même temps, c'était un test. Mais il faut que je teste de nouvelles choses, mais je vais peut-être pas tester la prochaine fois. » Alors que le métier d'humoriste, si tu veux que ça rentre, il faut que tu testes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc tu avais ce stress-là pour tester des nouvelles choses. Tester les choses dans le festival d'humour, c'est encore plus couillu, c'est vraiment pas évident. En plus du stress, tu sais que tu vas faire du neuf. Donc ouais, normalement quand tu arrives à un festival d'humour, tu arrives avec quelque chose que tu as déjà rodé. Sinon ouais, c'est doublement stressant. Ouais. Ouais, mais moi comme j'avais moins de scènes, je faisais pas les scènes au King, j'avais pas le gang Comedy Bang. Du coup moi, il y a plusieurs tests que j'ai fait sur place en festival. Ouais. Bah non, mais si t'as pas le choix, si t'as pas d'autre endroit, c'est pour ça que c'est quand t'es pas sur Bruxelles, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de possibilités de jouer, quoi. Ça c'est sûr. Liège, ça commence, mais je sais pas, moi c'est sur Mons que t'as. Moi c'est Mons, ouais. Et Mons, il y a le Mons Comedy Club à un moment, mais ça s'est arrêté, ouais. Il s'est arrêté ici avec le confinement, mais ça va sûrement reprendre ici. Mais pendant tout le confinement, ils savaient pas le faire. Ils n'ont pas organisé pendant toute cette période-ci de confinement. J'espère qu'ils vont reprendre parce que moi c'est une scène que je trouve vachement sympa. En plus c'est la seule sur Mons. Donc sur Mons il y a pas beaucoup, mais même je veux dire avant, même sur Bruxelles, il fallait
avoir des connaissances, avoir des trucs, ou aller avec comme vous avez fait à plusieurs et dire nous on sera remplir votre salle, mais moi si j'arrivais au King, j'étais jamais venu en mode j'ai 5 minutes de sketch, est-ce que je peux tester quelque chose? Il y avait de temps en temps un open mic, mais c'est pas comme maintenant avec le What the Fun, avec le You Rire. Non, c'est ça, maintenant c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'ailleurs il y a beaucoup plus d'humoristes qu'avant. Hein. Ça déjà déjà quand j'ai commencé, on m'a dit oula, il y a beaucoup plus d'humoristes qu'avant. Mais maintenant, quand je vois, il y a vraiment beaucoup plus d'humoristes qu'en 2014, hein. Ça c'est sûr, quoi. Quand tu te dis qu'au What the Fun, ils sont 150 humoristes en tout dans le truc, c'est quand même énorme. C'est assez dingue. Je suis content de ne pas être dans la programmation du What the Fun. mais ça va, c'est pas trop un casse-tête, c'est délégué entre différents agents. De toute façon, ils font ça bien, hein. C'est un peu leur kiff. Hein. Raph et Rudy d'organiser ça, je pense qu'ils le font toujours avec une bonne gestion, une bonne intelligence et surtout une envie de continuer à le faire. Donc, je pense pas que c'est un fardeau pour eux. Ouais, je crois que quand même ça doit être une bonne charge mentale de penser à tout, d'essayer qu'il y ait plusieurs styles, de faire plaisir aux nouveaux, mais tout en ayant une scène qui soit de qualité pour le public. Je pense que ça va quand même parfois être une réflexion que je suis content de ne pas avoir. Après, en 2018, tu tournes un peu partout avec maintenant ton spectacle que tu as maintenant qui s'appelle Bouffon et Roi. Comment s'est passée la première de ton spectacle? Justement, c'était à Remicourt. Je trouvais que c'était intéressant comme prix. Donc, c'est-à-dire que quand tu gagnais le prix du festival, tu avais le droit d'être programmé l'année d'après pour jouer ton spectacle entier, alors que j'avais pas encore mon spectacle entier. Donc j'avais en quelque sorte 1 an pour créer un spectacle, où j'avais déjà un petit peu, mais j'avais clairement pas 1 heure. Ça s'est bien passé. C'était sympa. Maintenant, c'était sur Remicourt, donc c'est sûr que les gens de Remicourt me connaissaient pas. Donc c'était que des potes à moi que j'ai dit pendant presque 1 an, ne venez plus me voir, revenez dans 1 an. C'était un peu ma première naissance, on va dire comme ça, en 2017, avril 2017. Et j'en garde un bon souvenir, c'était chouette. Est-ce que ton spectacle a beaucoup changé depuis cette première à Remicourt? Quand même. Peut-être pas au niveau des sujets, mais au niveau de la manière de les amener, c'est plus efficace maintenant. Et c'est plus, justement, avec mon metteur en scène Thibaut Neve, qui a plus un œil de comment on va comprendre Dave Parker. Qui est-il en fait? Et donc donner une identité à la personne. Et donc lui m'a aidé en quelque sorte à orienter le spectacle vers un tout qui se tient, quoi. Alors qu'avant, c'était peut-être plus une succession de sketchs où j'ai mis du liant sans pour autant avoir un fil conducteur au niveau de la personne de qui j'étais dans ce spectacle, quoi. Et qu'est-ce que tu abordes dans ce spectacle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu? Alors moi j'aborde quoi? J'aborde en fait mon parcours un peu professionnel, mon étiquette un peu du BOE, où je me moque relativement. En fait, je parle de ce que je connais. En fait, le BOE, je connais assez bien. Et puis j'ai travaillé à la SNCB, donc j'en parle. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'indépendant, donc j'en parle. Et puis après, je parle de choses typiquement belgo-belge, ma belgitude, que j'adore, quoi. Voilà, quand je fais mon sketch sur le Colruyt, c'est parce que je me dis, mais en fait, on va tous au Colruyt, alors que c'est quand même un magasin de dingue et personne n'en parle, quoi. Et donc c'est arrivé à universaliser les choses, mais plus belgo-belge, quoi. Et d'avoir un petit peu cette manière de... D'abord, je me fous de moi-même pour pouvoir me foutre un peu de tout ce qu'il y a autour, quoi, que ce soit le public ou ce qu'on vit au quotidien, que ce soit au Colruyt ou au contrôle technique ou ce genre de choses, quoi. Donc toi, tu as vraiment une volonté de faire un spectacle qui est vraiment belgo-belge ou... C'est venu naturellement parce que c'est ça que je connais le mieux, en fait. Et donc, je suis bien conscient que c'est pas exportable dans son état brut actuellement en France ou dans un autre pays, mais je veux juste m'amuser, en fait. Et je trouve que je m'y retrouve très bien avec le public belge et qu'il y a encore énormément de gens à qui je dois faire découvrir mon univers. Et j'ai pas besoin d'aller en France pour le faire. Il y a encore plein de gens en Belgique qui doivent le faire. Hier par exemple, c'était tout à fait ça, quoi. C'est des gens qui ne m'avaient jamais vu, que c'est, je pense pour la plupart, ni d'Ève ni d'Adam. Et j'arrive là-dedans et ils se disent, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ça, je pense qu'il y en a encore beaucoup à faire et à rencontrer en Belgique, quoi. Est-ce que tu penses tourner longtemps avec ce spectacle ou tu commences à t'en lasser? Je sais pas. Hein. Ouais, je pense que je l'ai pas assez joué. J'ai envie de dire, tant qu'il y a de la demande, allons-y, quoi. Après, c'est juste que par rapport à mon entourage qui s'attend peut-être aussi à venir me revoir dans d'autres conditions,
Maintenant, ils sont venus me voir en 2007, ils sont venus me voir en 2020, alors que c'est le même titre de spectacle, ils ont bien vu que ça n'a quasiment plus rien à voir, quoi. Ils ont vu que ça a bien pris une bonne coche là-dessus, donc c'était assez cool. Maintenant, je vais voir. Si j'arrive à avoir un peu d'imagination pour le suivant, au moins d'avoir un thème et aller dans le thème, pourquoi pas. Je serais content en tout cas d'écrire un deuxième spectacle, ouais. Mais maintenant il faut le courage, le temps et les idées qui viennent avec, quoi, ouais. Donc tu as les chroniques que tu écris, tu as ton spectacle. Est-ce que tu as quand même un petit dossier avec plein de choses que tu écris à côté? Ouais, non, j'ai mon téléphone dans les notes et dès que je pense à un truc, je le note. Et parfois ça s'insère, quoi. Dans le podcast du What the Fun, tu as parlé, d'ailleurs je vous conseille d'aller l'écouter, le podcast s'appelle À guichet fermé. Je fais de la pub pour le What the Fun au passage. Tu parles de ta pire scène qui avait lieu à un mariage, donc ça je la laisse pour le What the Fun. Est-ce que tu pourrais me donner la numéro 2? C'est la deuxième pire de ta vie. Ouais, moi je dois avouer que j'ai quand même été chanceux à ce niveau-là. J'ai jamais vraiment eu de scène dégueulasse, hein. Je dirais qu'à Hâte, d'ailleurs j'en parle dans mon spectacle justement, je vais jouer à Hâte et en fait là tous les gens sont complètement bourrés, quoi. Et donc en fait tu sais rien faire en fait avec des gens bourrés. Et donc j'y étais, quoi, jusqu'au bout, quoi. On y va. On a 15-20 minutes, on va jusqu'au bout des choses, mais tu sens que c'est vite, quoi. Et donc je sais pas s'il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Mais en tout cas j'ai été et je dis pas que c'est une mauvaise expérience en soi, mais si j'avais donné le meilleur sketch de ma vie là-bas, ils s'en seraient pas souvenus tellement ils étaient pleins. Donc je sais pas si ça sert à grand chose d'avoir continué. Maintenant voilà. Et en plus il y avait une immense table, ils étaient 20. Ça j'en parle dans mon spectacle justement. Ils étaient 20 et ils ont pas réagi de tout le spectacle. Je dis mais qu'est-ce que vous faites chier, quoi. Et puis le mec il me répond Netherlands. Donc en fait c'était des Flamands qui étaient là à Hâte. Ils étaient à une table. Ici dans un café, à mon avis ils savaient pas qu'il allait avoir un truc d'humour, quoi. Et ils voient arriver des humoristes qui commencent à leur parler en français et ils ont rien dit de tout. Tu dis ça, c'est des grands moments, quoi. Ou alors quand j'ai joué, c'était à la Caravane Gypsy, c'était à l'hippodrome de Boisfort. On arrive là-bas et en fait on passe juste après un clown pour enfants, quoi. Alors que moi à ce moment-là j'avais des crasses à raconter. Et j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça c'est des moments où il y a un peu des erreurs de casting. Mais avec le temps, on en rigole plus que réellement un problème, quoi. Ça m'a pas terrorisé, quoi. Mais c'est ça que je trouve assez chouette dans l'humour, c'est que tu peux jouer un soir en première partie de Pascal Légitimus et le lendemain passer après un clown. C'est quand même incroyable. Ouais. Pour 0€. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour? C'est le contact avec le public quand ça se passe bien. Ça, c'est ce que je préfère. Parfois, la préparation se fait dans la douleur, c'est pas toujours chouette, mais le delivery, donc la livraison du travail qui est effectué, c'est ça qui m'excite le plus et qui fait en sorte que je vois que quand, par exemple, je fais une chronique et que je vois pendant la chronique qu'elle n'est pas géniale, mais je m'en veux de pas avoir travaillé plus, quoi. Et donc, du coup, c'est le dire, voilà, travaille et tu auras la récompense de ce que tu as fait, quoi. Et donc, ça se fait dans la douleur, parfois dans le travail, mais le fait de délivrer une chronique dans laquelle tu y crois, le fait de délivrer un sketch dans lequel tu crois et d'avoir ce retour du public qui te dit ouais c'est bien, ça c'est le plus kiffant. Question inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Qu'est-ce que j'aime le moins? Tout ce qui est le métier dans sa totalité, hein. Je veux dire vraiment, ça peut être autant la publicité que l'écriture sur scène, après scène. Ce que je n'aime pas c'est que je n'arrive pas toujours à me mettre des deadlines pour avancer plus vite à écrire, par exemple. Ça c'est quelque chose que j'aime pas. Ce que j'aime pas, on l'a dit tout à l'heure, c'était la concurrence dans les concours, alors qu'en fait, on devrait être une grande famille, et on l'est souvent d'ailleurs dans tous les autres plateaux. Il y a quand même peu de choses que j'aime pas. Ce que j'aime pas n'est pas insurmontable. Ce que j'aime pas, c'est que l'humour en Belgique n'est pas encore réellement reconnu, et donc du coup on passe un peu pour le parent pauvre du monde du spectacle, comme si on était des mauvais clowns, alors qu'il y a réellement du talent, et le public commence de plus en plus à suivre des humoristes. Donc voilà, je pense que petit à petit il va y avoir une reconnaissance aussi du monde du stand-up, comme du monde du stand-up, du monde du one-man show, du seul en scène, chose qui n'est pas aujourd'hui le cas. Mais je pense que ça commence à bouger. Les gens commencent à se mettre ensemble pour essayer de parler d'une même voix et d'avoir un peu une meilleure reconnaissance, quoi. Et qu'est-ce que tu penses qui manque pour que cette reconnaissance soit là? Juste du temps ou Du temps et peut-être se mettre ensemble et d'aller dire voilà, les gens sont là, les gens viennent nous voir, alors qu'on soit pas discriminé par rapport à d'autres, quoi. Par exemple, un exemple concret, c'est le seul en scène n'est pas crédité à Révis, quoi. Donc à Révis, c'est quoi? C'est dans les grandes lignes, c'est un centre culturel
si toi ton spectacle il est crédité art et vie, eh bien ça va coûter moins cher au centre culturel. Aujourd'hui, le stand-up et le seul en scène, ils n'ont pas la connotation, ils n'ont pas le label art et vie. Ce qui fait que pour la personne qui est à la tête d'un centre culturel, s'il prend une pièce de théâtre qu'elle crie art et vie, ou s'il prend un humoriste qu'elle crie art et vie, bah, ça va lui coûter moins cher d'aller prendre la pièce de théâtre que l'humoriste, quoi. Et donc ça c'est un petit peu embêtant parce que je trouve qu'à ce niveau-là on n'est pas, sans critiquer le théâtre, hein, je veux dire c'est tout à fait normal qu'ils aient ce crédit-là, mais nous on l'a moins, quoi. Et donc du coup ce serait faire en sorte que les centres culturels, au lieu d'aller prendre un grand nom au niveau de l'humour pour être sûr que ça remplisse, eh bien qu'ils puissent peut-être prendre un peu plus de risques pour faire en sorte de programmer des humoristes qui sont pas nécessairement connus. Et ça a peut-être aussi changé la donne, c'est-à-dire que les gens vont plus facilement aller voir un spectacle de théâtre, ils vont aller voir un spectacle de théâtre, mais ils connaissent pas nécessairement les comédiens, ils s'en foutent, ils vont voir une histoire, ils vont voir une pièce de théâtre. Et bien ici, ce serait pas mal que ça arrive aussi, apparemment c'est un peu plus le cas en France, mais c'est pas encore fort le cas en Belgique, c'est de dire, mais voilà, on va aller voir un spectacle d'humour, on sait pas qui c'est, ça va nous divertir comme ça va nous divertir en théâtre. Et ça, c'est pas encore réellement, les gens ils vont voir un humoriste qu'ils connaissent, ils vont moins se déplacer pour un humoriste qu'ils ne connaissent pas. Mais ça commence à changer, hein. Et ça, je trouve que voilà, ça fait partie d'un tout, quoi. Si on n'a pas cette reconnaissance-là non plus, c'est peut-être aussi lié à ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense qu'avec le nombre d'humoristes qui grandissent, le nombre de scènes aussi qui grandissent, un peu partout à droite à gauche, je pense qu'on s'en sortira gagnant. Mais comme tu dis, à mon avis, il faut du temps. Mais donc, s'il y a des responsables de centres culturels qui écoutent le podcast, il y a plein d'humoristes. Allez voir le podcast, prenez n'importe quel nom et essayez de le programmer. Il y a vraiment beaucoup de talent en Belgique. Je continue à le dire. C'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression qu'il faut aller faire des premières parties pour se faire rencontrer. Avec mon montée en scène justement, on avait appelé tous les centres culturels de Belgique, enfin francophones ou Wallonie-Bruxelles, et on les a invités à venir voir mon spectacle. Je faisais mon spectacle 3 fois d'affilée à Auderghem. Il n'y en a aucun qui a répondu à l'appel. Alors après, je peux comprendre, ils ont tous un calendrier assez complet, mais c'est pas si évident de s'insérer dans le calendrier d'un centre culturel, quoi. Bah ouais, tu avais même fait une captation pour pouvoir leur montrer le spectacle et essayer de te faire programmer tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Je sais pas, que je continue à prendre du plaisir à le faire, c'est un peu mon leitmotiv. Puis peut-être un coup de pouce du destin, je sais pas, on se rend pas compte en fait, mais c'est quand il y a un buzz que tu passes un peu à l'étape supérieure. Tu dois pas nécessairement galérer pour essayer de remplir tes salles, ça serait bien d'arriver dans un endroit et te dire voilà, tu sais que c'est rempli, et tu joues, et puis ça peut être sympa. Maintenant, je me laisse un peu vivre en fait. C'est ce qui fait en sorte que ma carrière est un peu lente, c'est ce qui fait aussi que je suis toujours content d'être là et je suis toujours là après 6 ans à prendre du plaisir sur scène, quoi. Peut-être que si je mettais un peu plus d'énergie à avoir plus d'objectifs, etc., peut-être que je serais plus haut que là où je suis maintenant, mais voilà, comme je dis, comme ça, parfois ça se fait comme un peu dans la douleur de créer quelque chose. Là maintenant je suis bien, je n'ai pas que l'humour, j'ai d'autres projets aussi à gauche à droite qui fait que c'est le tout qui fait que c'est sympa comme c'est maintenant, quoi. Bah cool, tant que tu prends du plaisir, c'est vraiment le plus important. Mais c'est ça, c'est le leitmotiv, c'est continuer à prendre du plaisir sur scène, ouais. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, je finis toujours avec l'interview name dropping. Et là, je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste. Tu m'as dit que tu regardais pas tant que ça d'humour. Mais ouais, je sais que je devrais être un peu plus curieux. Je sais pas si c'est de la, j'ai des fourmis dans les jambes quand je vois quelqu'un d'autre sur scène. J'ai envie d'être à sa place et donc du coup je regarde peut-être un petit peu moins. Mais pourtant, je sais que tous les autres humoristes que je connais, ils ont une culture générale des autres humoristes qui est relativement beaucoup plus développée que la mienne. En fait. Surtout au niveau stand-up américain, où là ma connaissance est relativement basique en fait. Je connais Lucy Kay, je connais Chris Rock, mais je sais pas t'en dire 40 000 non plus, quoi. Et pourtant j'ai pris Netflix à la base pour ça, quoi, pour aller regarder les spectacles d'autres et je sais pas, j'ai un frein, j'aime pas trop regarder les spectacles. Je suis plus attiré par l'humour francophone que l'humour, je me sens plus proche d'un humour francophone que d'un humour d'un stand-up américain en fait. Peut-être parce que les références sont peut-être un peu plus proches, je sais pas. C'est vrai que quand on fait du stand-up, on a l'impression de dire ouais, tu sais plutôt quoi au niveau stand-up, qu'est-ce qui te fait rire, qui t'a inspiré, qui a voulu faire en sorte que tu fasses de l'humour. Ben, moi je vais jamais te sortir un stand-upper américain, je les connaissais pas avant de le faire, quoi. Donc mais dis-moi toujours, hein. Mais il est possible que je te dise, tu me donnes un nom et je vais dire mais je ne connais pas cette personne, qui est-ce? Je vais avoir l'air d'un con, mais voilà, c'est comme ça. Ah non, mais ici dans la première partie, il n'y a pas de souci, ça va devenir que de toi, donc ça peut être à chaque fois des francophones, il n'y a aucun problème. Mais tu dois me citer à chaque fois un humoriste, que ce soit un Français, un Québécois, un Suisse, un Américain, un Congolais, peu importe. Un humoriste à chaque fois, mais tu dois m'en donner qu'un seul, c'est ça la difficulté. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
dans ta vie? Il y en a sûrement plein, mais le premier qui me vient en tête, c'est Mark Herman. Ce mec a d'une gentillesse, c'est hallucinant. Mark Herman. J'allais dire ici, du coup, l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus. Alors, en fait, moi, c'est pas un humoriste. Je sais pas si on peut dire que c'est un humoriste, c'est François Lambrouille. Okay. Où il y a eu Momo, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais François Lambrouille, pour moi, si un jour ce mec commence à faire du stand-up, ce sera un truc de malade, quoi. Parce que rien qu'il arrive, il suffit qu'il monte sa gueule pour que je rigole. Pourtant, je rigole pas facilement, je trouve. Mais voilà, François Lambrouille a eu pas mal de liens par rapport à ce que... Ouais, il incarne aussi cette belgitude aussi un petit peu folle et surréaliste, et j'aime bien ça. Ouais. Si tu nous écoutes, mets-toi au stand-up, on t'encourage à le faire. Ouais, mais je pense qu'il c'est pas son truc, hein, mais je trouve que s'il travaille sur un spectacle et qu'un jour il fait un stand-up, lui, ou qu'il fait un one-man show, ce serait juste dingue, quoi. Mais on le voit dans les caméras cachées, il a une capacité d'improvisation impressionnante, donc je pense qu'il pourrait réagir à peu importe ce qui peut se passer sur scène. Mais c'est surtout qu'il suffit qu'il sorte des coulisses pour marcher jusqu'au milieu de la scène avec sa dégaine de François Lambrouille. Mais je suis certain que les gens seront déjà morts de rire. Et ça, il y a qu'un peu de gens qui peuvent arriver à ce niveau-là, comme ça, faire rire déjà sans parler, quoi. C'est l'humoriste qui, pour toi, a la meilleure plume, celui qui écrit le mieux. De ceux que je connais, je pense que il y a InnoJP se débrouille vraiment pas mal. Et au niveau des filles aussi, parce que Florence Mendes a une superbe plume. T'as Guillermo Guise aussi qui écrit très bien. Je pense que c'est les trois qui me viennent de manière plus amicale. Je dirais, tu m'as demandé un nom, je te dis InnoJP, parce que ce qui se passe, c'est que JP à la base, moi je lui ai demandé, mais mec, écris ta vie, quoi. Avant même qu'on soit dans l'humour, etc. Parce qu'il lui arrivait tellement de trucs dans sa vie que j'ai dit, mais mec, écris ta vie et je suis certain que plus tard ce sera un film. Parce qu'il écrivait assez bien aussi. Et donc du coup finalement ça se transmet sur scène, mais au début c'était écris ta vie pour qu'on en fasse un film. Mais je vous invite à écouter le podcast avec Inno. Franchement, quand il raconte ses anecdotes, je suis persuadé, j'ai eu la même réflexion que toi. On peut faire un film là-dessus, une bonne comédie où les gens vont bien rire. Il fait rire malgré lui beaucoup dans ses anecdotes, mais il a des anecdotes incroyables. Et une plume aussi, moi je trouve que c'est un de ceux qui écrit le mieux en Belgique. Je dirais pas dans le monde parce qu'il y a tellement d'artistes énormes. Mais c'est ça, mais de nouveau, moi je parle de ceux que je connais, parce que je peux imaginer qu'un Louis C.K., je sais pas s'il a des auteurs, des co-auteurs, mais c'est ceux qui sont derrière, c'est bien vu. Ricky Gervais aussi, je sais pas si c'est lui qui écrit, parce que je pense que oui, c'est incroyable. Ça c'est du level de fou. Mais je parle de ceux plus qui sont à côté de moi et que je connais, quoi. Ok, pas de souci. L'humoriste qui pour toi est le meilleur interprète, celui qui joue le mieux? Cody. Surtout au Grand Cactus quand il fait ses imitations, moi c'est là qu'il est le meilleur, quoi. Ouais. Okay. Un humoriste qui t'aurait surpris dernièrement, quelqu'un soit que tu connaissais pas et que tu as vu sur scène qui t'a fait waouh, il y a du niveau, ou quelqu'un que tu connaissais mais que tu as plus revu depuis longtemps et que tu étais impressionné par son matériel? Je suis impressionné par Nikos. Parce qu'il est jeune et il a déjà Nikos de Radio Contact et qui a aussi son spectacle. Il a peut-être pas encore son spectacle entier, mais il a déjà pas mal de passages. Il a déjà pas mal de minutes dans les différents passages qu'il a déjà fait. Ce qui m'impressionne, c'est ce qu'il arrive à raconter, le rythme qu'il arrive à avoir et son âge, quoi. Et je me dis, s'il continue à suivre cette lignée-là, il va niquer le game, le mec. Hein. Donc, en plus, il est très sympa. Donc, je trouve que Nikos il est voué à un bel avenir s'il continue à s'intéresser et à travailler dans l'humour comme il le fait aujourd'hui. Un spectacle que tu recommanderais à tout le monde. Tout le monde doit voir ce spectacle. Le mien? Non, qui a un spectacle de... Je pense que Guillermo Guise a eu un spectacle de dingue, je pense que tout le monde l'a vu. Il est sur Canal+ pour les Français qui veulent le voir. Évidemment Blanche Gardin, son spectacle. Mais c'est justement parce que tout le monde l'a vu que je te dis qu'il faut faire ça. Maintenant, de nouveau, à titre plus personnel de gens que je connais qui sont quand même un peu sous-estimés par rapport à ça, je reviens sur InnoJP. Il se vend mal, je trouve aussi, tu vois, parce que il dit toujours qu'il est en rodage, et à un moment stop, quoi. Arrête de dire que t'es en rodage et dis que c'est ton vrai truc et en avant, quoi. Là ici il a dit que c'était parti, hein. Il a un titre.
ça met du temps, mais c'est vrai que lui, en tout cas, depuis le déconfinement, partout où il est passé, il a fait un carton, quoi. Donc, et son spectacle, ça va être de ce niveau-là, quoi. Donc, le talent est là et tous les gens qui vont le voir sont unanimes que c'est top. Donc, je dirais son spectacle à lui, ouais. Donc, le spectacle d'Ino JP, dont il parle dans son épisode. Moi, je l'ai vu, là, son 1 heure qu'il a joué au Bobby Bao, que tu vas jouer aussi. Ouais, vendredi, justement. Tu vas jouer vendredi aussi. Ok. Franchement, allez voir ce spectacle. Moi, mais le pire, c'est que je connais les vannes, mais ça me fait rire. Tout est tellement bien écrit, bien joué. Et maintenant, je trouve qu'il assume tout. Et c'est très, très fort. Allez voir Ino JP. Ici, à la toute fin, je te demande de choisir entre 2 humoristes. Ouais. J'ai essayé de prendre des gens que tu connais à chaque fois. Je suis resté assez belgo-belge, ouais. Mais j'ai pris des gens que tu aimais bien pour te mettre en difficulté. Premier choix, entre Ino JP et PE. Je vais prendre Ino JP plus pour parce que on est plus proches puisqu'on a commencé ensemble, etc. Puis du fait qu'aussi on est amis depuis 20 ans, donc ça compte évidemment. Mais donc, choix suivant, celui qui te fait le plus rire entre les deux, donc absolument pas personnel ici sur le coup, mais entre Alex Vizorek et Jérôme de Warzé. C'est plutôt, je me sens plus proche de l'humour de... Ouais, c'est spécial. Disons que je suis plus capable de faire de l'humour comme Jérôme de Warzé. Enfin, par exemple, quand je fais le cactus à sa place ou ce genre de choses, je capte quand même ce qu'il arrive à faire au niveau de l'actualité, etc. Donc c'est très fort. J'arrive pas à sa jambe, hein, mais je capte ce qu'il arrive à faire. Maintenant, je trouve que Alex Vizorek est encore un cran. Enfin, moi, il me fait plus rire quand il a présenté les Magritte, ce genre de choses. Je trouvais qu'il était vraiment très très bon. Entre Freddy To Go et Cody. Alors sur scène, je préfère Freddy parce que je trouve que, mais par contre à la télé, je préfère Cody. Donc je trouve que sur scène, mais ça dépend. Après, ils ont déjà eu des différents spectacles. J'aime bien le côté un peu belgo raté de Freddy To Go. Ouais. Entre Guillermo Guise et Dan Gagnon. Guillermo. En Belgique, c'est ce qui se fait de mieux au niveau humoristique, c'est Guillermo Guise. Puis quand tu écoutes la construction de ses vannes, ce qu'il a pensé, putain, enculé, il a pensé à ça, c'est bien vu, quoi. Dan est aussi très très fort, hein, mais je me sens plus proche de Guillermo Guise que de Dan. Ouais. Okay. Entre Farah et Florence Mendes. Ça fait longtemps que j'ai plus vu leur spectacle entier à toutes les deux. J'irais Farah. Entre Renaud Rutten et Richard Ruben. Renaud Rutten, parce que pour moi c'est lui qui raconte le mieux les blagues au monde. Okay. Enfin francophone du moins, de ceux que je connais. C'est un beau compliment. Ah non mais il arrive à faire en sorte ces blagues sont dingues. Je lui ai demandé une fois, j'ai dit tu t'écris moi? Je n'ai jamais écrit de seule blague moi. Donc en fait il transforme des blagues existantes et ce qui est le plus drôle c'est pas la chute, c'est la manière dont il l'explique, quoi. Et puis il a le personnage qui est avec, quoi. Mais ici ouais, après c'est pas facile toutes ces questions parce que il y a aussi le niveau humain où tu te dis tiens, est-ce que tu choisirais aussi la même personne parce que faut-il dissocier l'artiste de l'homme? Ça c'est une grande question aussi. Ah, ici dans la question c'est vraiment sur scène. C'est vraiment sur scène la personne qui va se faire le plus rire. Renaud Rutten. Dernier choix entre Raph et Rudy du What the Fun. Sur scène, je pense que Rudy m'a fait plus rire actuellement que Raph, mais ils sont très proches, hein. Donc c'est très difficile de penser à ça, mais je pense en tout cas que Rudy a cette capacité à écrire des nouvelles choses et à un peu plus surprendre que Raph. Maintenant, la frontière entre les deux est très faible, hein. Mais voilà, même si je les adore tous les deux, évidemment. Merci de t'être mouillé, d'avoir quand même répondu, parce que généralement les gens prennent la petite porte qu'a ouvert Fanny Ruet. Elle a juste dit mais c'est les deux mêmes personnes. Hop, on passe la question. toute dernière question que j'aime poser et que j'ai oublié dans les derniers podcasts pour ceux qui les suivent assidûment. J'aimerais te demander qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice, donc dans le podcast où on revient un peu sur tout le parcours de l'artiste. J'aurais l'impression de prendre quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour voir un petit peu où il a pu commencer quand nous on avait déjà le Kings, quoi. Je dirais Stéphane de Groot, il doit avoir plein de trucs à dire. Ça doit être intéressant. Ouais. J'avoue, ça serait cool. J'ai jamais pensé à Stéphane de Groot parce que je voyais plus stand-up sur scène. Humoriste, ouais, mais... C'est vrai que c'est un artiste incroyable. Enfin, moi c'est tellement impressionnant
compris. C'est surtout que Stéphane De Groot, ça fait des années qu'il est là. Enfin, tu vas me dire Renaud Rutten aussi, Richard Ruben aussi. Mais Stéphane De Groot, il a quand même maintenant cette expérience aussi internationale. Et je trouve que il a, à mon avis, plein de choses à nous dire. Et c'est parce que je ne le connais pas non plus. Bah, ça pourrait vraiment être chouette. Bonne idée. Pour ceux qui ont écouté le podcast, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes les informations te concernant Sur mon site internet daveparker.com. Donc Parker, P-A-R, cœur, en un mot.com. Et voilà, toutes mes dates sont là. Et sur ma page Facebook aussi, et compte Instagram, Dave Parker. Parfait. Bah, merci beaucoup d'avoir Merci Régis, très bonne initiative en tout cas. Hein. J'espère en tout cas être je suis l'épisode combien 3 ? Je crois que tu es l'épisode 19. 19 Ah ouais, putain, t'en as déjà fait beaucoup en fait. Oui. Comme tu dis, il y a beaucoup d'artistes, mais j'ai contacté aussi des humoristes québécois. J'ai eu un premier humoriste suisse, j'ai eu Charles Nouveau. Ouais. J'ai eu une première humoriste française qui va sortir la semaine prochaine, mais je garde l'info pour moi pour le moment. Donc l'épisode sortira après. C'est Tania Dutel. Donc j'étais vraiment content. J'ai des humoristes québécois, beaucoup. Et tu fais comment ? Tu fais online alors Ouais. Je fais par Skype avec eux. C'est vraiment chouette, mais ils sont toujours super généreux. Et j'ai eu par exemple un humoriste que j'adore, qui est un de mes humoristes préférés au monde, qui est Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste québécois. Je lui envoie un message en me disant, il me répondra pas, mais au moins j'ai tenté ma chance. Et je crois que dans la minute, j'avais une réponse de ah ouais, pourquoi pas. Et on a enregistré quelques jours après, et je ne m'en suis pas remis depuis. Donc c'est chouette. Mais au final, je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait justement le Festival du Rire à Genneval, là où j'ai quand même appelé un peu pas mal de monde. Bon, il y en a beaucoup que je connaissais déjà, donc je n'étais pas surpris qu'ils me répondent. Mais par exemple, Laura Lone qui m'a répondu en direct, quoi. Hein, donc ils ont tous répondu, quoi. Donc c'est ça qui c'était bien, c'est je trouve qu'en Belgique aussi, il y a cette capacité à se dire ouais voilà, nous on se prend pas non plus la tête, on est là tranquille et on est même si on a beaucoup de succès, même si on a énormément de dates devant des milliers de personnes, on reste des gens simples parce qu'on sait d'où on vient. J'ai l'impression que c'est ça que j'aurais ressenti comme et les Québécois, à mon avis, ont cette même mentalité-là. Peut-être les Parisiens aussi, j'en sais rien, hein, mais... Quand t'es une star, mais en fait, t'as aussi un téléphone, t'as aussi une page et tu vas aussi regarder. Tu vois, c'est pas parce que t'es une star qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi non-stop, tu vas aussi voir ce que les gens en pensent, etc. Donc en fait, quand t'envoies un message, bah ouais, ça peut répondre, quoi. C'est le cas pour toi, c'était le cas pour moi, c'est chouette. À fond. Mais donc merci beaucoup d'avoir pris le temps, surtout avant ton spectacle. C'est peut-être pas toujours facile parce que t'as d'autres choses à penser. En plus t'as une chronique à préparer, donc tu prends ton temps. Ouais, non mais c'était bien comme ça peut. On va aller faire la fête maintenant. Enfin faire la fête. On va aller sur scène, ça va être bien. Tu nous suis là? Ah oui, bien sûr, d'office. Moi je rate pas une scène comme ça avec Jason Brokers. En plus que j'adore aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Ok, merci Régis. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.